Merci à tous d'être là. Je crois que votre présence témoigne de l'intérêt de cet établissement, aux événements et aux invitations que nous essayons de partager avec vous. Donc je remercie votre présence et je voudrais, professeurs et élèves, bien sûr, vous êtes au public de prédilection. Et je voudrais surtout remercier les invités que nous allons recevoir aujourd'hui. Et si vous avez un peu de patience, on vous l'a bien éteindre vos portables, les ranger, etc. Et rester un peu silencieux parce que vous êtes très nombreux. Je voudrais bien pouvoir présenter nos invités. Donc le temps, je vais avoir besoin de 10 minutes, un quart d'heure. Je vous demande un peu de patience. Et je pense que ça vous permettra de mieux les connaître avant que de façon fine et au départ. Voilà. Vous êtes très didactique. Je veux montrer que les professeurs, les gens de compères, en pleine conscience. Donc Frédéric Altman, ici présent. Vous êtes né en 1941 à Lille, d'un père originaire de Russie et d'une mère française. Vous êtes monsieur Frédéric Altman Eloy avec votre grand-père, Alexandre Altman, fut artiste peintre. Vous avez déjà vu ces artistes dans votre famille. De 1945 à 1948, votre famille s'installe à Cannes. Et en 1950, vous arrivez à Nice. J'ai relevé un petit épisode dans votre vie, 51-52, où vous intégrez les petits chanteurs de la Côte d'Azur à Nice. C'est un événement significatif de mon point de vue, puisque cela vous a permis justement de commencer à voyager. Vous avez voyagé, vous êtes allé en France, en Europe, au Canada, à Boston et à New York. En 1956. En 1956. J'étais pendant 3 mois, j'avais 14 ans. J'ai fait le tour du monde en chantant pour représenter la ville de Nice. Voilà, c'est parfait, c'est un très bon exemple. En 1959, vous fréquentez la librairie de Jacques Matarazzo. Vous vous intéressez à Ben dans les années 58 avec le fameux laboratoire 32, vous ne quittez plus depuis lors. Et en 61, un événement déterminant qui va être une expression du moderne et du nouveau en province, vous rencontrez Pierre Restany, critique d'art et nouveau réaliste. Une rencontre marquante dans votre vie. En 62, de 62 à 1967, vous suivez des cours d'art dramatique au Conservatoire de Nice. Avec Alice Bianca qui est là. Voilà, merci de votre présence. Et vous y remportez de nombreux prix. Oui. Vous rencontrez André Verdet, votre personne importante dans votre vie. Un événement également très important puisque vous avez partagé avec lui de nombreuses expériences, de nombreuses lectures, des projets, d'acteurs et d'acteurs. De 1970 à 1978, à Flayos dans le Var, vous créez une galerie Art O en hommage à Antonin Artaud. Cette ville deviendra ensuite un centre important pour l'art naïf et l'art singulier. Le maire de Carros vous propose alors la création d'un musée, qui sera d'abord une galerie, puis ensuite vous installerez au château.
rencontrer Nives Oscari, votre future compagne, sa femme, artiste de l'école de Nice, ici présente. Misogyne, le monde de l'art. Et en 1979, vous faites un retour sur scène où vous récitez des poèmes d'André Verger dédiés à vous. De 1978 à 1998, vous travaillez à la direction des musées de la ville de Nice. En 1982, vous épousez Yves et travaillez à la galerie des Ponchettes de Nice. Vous commencez alors à enregistrer systématiquement des vues photographiques lors des vernissages et des événements artistiques avec une antique simplex, j'ai noté pour les photographes. Voilà. De 89 à 90, vous êtes remarqué par M. Gérard Barastro et vous débutez une chronique d'art hebdomadaire pour Nice Matin. Vous réalisez l'exposition sur le pays minier, puisque vous avez aussi des contacts avec le Nord, qui est intitulée Sur les traces de Van Gogh, qui sont les records de l'actualité. Vous avez déjà commencé cela, et vous avez fait une très belle exposition à cette occasion. Au musée de la photographie de Mougins. Voilà. Alors, tout ce travail vous a valu une récompense en 1994, où vous êtes élevé dans l'ordre de Chevalier des Arts et des Lettres, à l'initiative d'André Vernet et de Pierre Chélieu. En 1995, vous voyagez au Japon pour une conférence sur l'école de Nice, et vous montez un projet d'exposition pour le Meguro Museum of Art de Tokyo, où vous êtes commissaire d'exposition. Pierre Restany résume la situation en ces termes, je le cite. L'échantillon est partiel, mais il a le mérite de prouver que Nice n'est pas une ville française comme les autres et qu'il s'y passe quelque chose de plus. Et pour cause, puisque sont exposés au Japon Armand, César, Bell, Fluxus, Aloco, le groupe 70, Sosno, Nivelles, Gili, Farley, Schubach, Moya, etc. De 1998 à 2005, vous êtes nommé directeur du Centre national d'art contemporain à Carros, et vous participez à de nombreuses expositions à Nice, mais aussi en Allemagne et en Belgique. Je vais citer Ben à cet effet, il écrira « C'est un artiste présent au bon instant. Un jour donc, pour comprendre la chronologie de la création à Nice, il va falloir passer par l'œil d'Alvan. » En 2006, fin de votre activité de directeur du SIAC, et vous êtes alors décoré chevalier du mérite culturel par décision du prince souverain de Monaco Albert II sur proposition du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. En 2007, vous inaugurez l'exposition Frédéric Lallemand, La fureur de vivre à la Malmaison de Cannes. En 2010, vous réalisez une nouvelle exposition au musée de la photographie André Villers à Mougins. Et à Vence, une exposition sur les 50 ans de l'école de Nice. Cher Frédéric Altman, c'est un grand honneur de nous recevoir et d'être à nouveau parmi nous, puisque nous avons déjà reçu pour Victor la dernière fois. Et donc nous vous remercions infiniment de votre présence et de votre générosité à notre égard. Je rappelle que nous avons à cet effet une exposition exceptionnelle que vous avez gracieusement prêtée pour nos élèves et notre public, de 70 photos et affiches qui sont exposées au CDI, qui sont à la disposition du public. Monsieur Pierre Marchou, merci d'être là et d'avoir accepté de visiter. Ça y est, j'ai le micro, alors, vous êtes né en 1931 et vous êtes arrivé à Nice, où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Vous y avez vécu une enfance heureuse. Et ensuite, vous quittez Nice en 1947 à la suite d'une bourse que vous avez gagnée pour travailler, pour faire des études à l'Institut d'études politiques à Paris. Vous fréquentez la faculté de droit, mais Paris a été une ville pour vous très importante puisque vous découvrez le cinéma à travers la Cinémathèque française. Et vous vous éprenez bientôt du désir de réaliser un film. Vous souhaitez réaliser des films. Vous poursuivez vos études de Sciences Po et de droit. Vous travaillez dans une agence de publicité.
Et en 1960, vous réalisez des films publicitaires pour la télévision et le cinéma en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. De 1960 à 1976, je dois dire que vos courts-métrages de fiction obtiennent chacun des prix du Centre national du cinéma. Vous réalisez également quelques films et en 1977, vous rentrez donc dans le Midi, vous installez à nouveau dans le Midi. Vous obtenez en 80 un congé formation très important puisque à ce moment-là, vous obtenez un certificat d'aptitude d'avocat. En 81, vous prêtez serment à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et vous ouvrez un cabinet à Vence. En mai 2001, vous êtes élu maire de Vence et vous y restez jusqu'en 2008. Vous réalisez en 2009 le film À la recherche de l'école de Nice, la première version du film que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est en 2017 donc, que se réalise un nouveau montage, du film À la recherche de l'école de Nice. Et c'est ce que nous verrons ici en première vision exceptionnelle aujourd'hui. Merci, M. Marchou. Nous vous laissons la parole à la suite. Nivelle Oscari, seule femme artiste de l'école de Nice, vous êtes croate de naissance. Votre famille a émigré en Belgique en 1947 et en 1973, vous vous installez à Nice. De 1973 à 1974, vous êtes élève à la Villa Arson en section art plastique. En 82, vous épousez Frédéric Altman et vous faites de nombreux voyages à travers le monde. Le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Russie, la Hollande. Vous intégrez l'école de Nice grâce à Pierre Escali. Vous réalisez de très nombreuses expositions personnelles depuis 1979. Vous participez donc très activement à l'effervescence artistique de la ville de Nice. Pour mémoire, en 1995, le projet École de Nice à Busan, en Corée du Sud. À Tokyo, au Miroir Maison de Tokyo, vous réalisez de nombreuses œuvres monumentales. Miss Liberté en 86, un panneau en bois découpé installé au Palais Acropolis de Nice. Pyramide au musée de Tokyo en 95. Une pyramide en acier découpé à l'Ambassadeur de Nice en 1997. En 1998, entrée dans l'an 2000, pyramide en acier découpé de 4 tonnes sur l'esplanade du musée d'art contemporain de Busan, en Corée du Sud. En 2000, les fameuses palissades paravent en acier découpé, une à Brême en Allemagne, tout d'abord, puis ensuite à la bibliothèque municipale de Lucera de Nice, et l'Ange Blanc en 2009, donc sculpture installée en Corse. Merci d'être parmi nous, et je me rends de vous recevoir, et je promets à nos élèves une surprise exceptionnelle un peu avant midi. Donc restez là si vous le pouvez, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, je remercie les personnes présentes, M. Fouque, Mme Anne Marchou, musicienne, pianiste également, Mme Colette Gage, écrivaine, je voudrais remercier M. Yves-Marie Lequin, je vais lui passer le micro, je crois qu'il va nous dire quelques mots. Alors juste pour, avant de commencer le film, présentation, rappeler que la question de l'art n'est pas du tout une question marginale pour notre vie aujourd'hui. Parce que vous savez que dans la mondialisation, concept qu'il faut pouvoir aussi discuter, n'est pas si évident que ça. Dans le cas de ce qu'on appelle la mondialisation, il y a 4 éléments culturels qui sont extrêmement importants de notre vie, que nous partageons aujourd'hui avec le monde. Premièrement, le plus évident, c'est Internet, les réseaux sociaux, notre manière d'être branché sur le monde en permanence. Le deuxième élément, c'est le sport. Aujourd'hui, le sport, c'est complètement mondialisé. Et donc, lorsque vous partagez un moment de sport, au fond, vous entrez dans un élément de la culture mondiale. Le troisième élément, c'est l'anglais. L'anglais est devenu la langue de la mondialisation. Ça veut dire que si vous voulez avoir accès
à la mondialisation, vous devez connaître l'anglais. Voilà, ça fait partie des modes, vous pouvez voyager dans le monde entier, vous ne serez pas compris partout, mais vous appartiendrez à ce monde de la mondialisation. Le quatrième élément auquel on ne pense pas, c'est l'art contemporain. L'art contemporain est devenu, avec l'art en général, un élément majeur de la mondialisation. Il fait partie de ces 4 éléments, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc l'intérêt qu'on peut avoir pour l'art, la connaissance de l'art, la connaissance des figures contemporaines de l'art, la connaissance de l'histoire de l'art, fait partie aujourd'hui des 4 éléments majeurs de la mondialisation. L'art est devenu une monnaie internationale très très puissante. Et vous avez vu le prix qu'a coûté, enfin, la vente aux enchères du Léonard de Vinci est récente, une œuvre d'art de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ce n'est pas par hasard qu'une œuvre d'art puisse coûter aussi cher. Dans ce cadre-là, eh bien, vous voyez que Nice, très précurseur, mais dans le cas de ce mouvement-là, lorsque Nice a voulu avancer sur la scène internationale, il était évident qu'il y aurait et qu'il faudrait qu'il y ait une place pour l'art. Voilà pourquoi il y avait de grands mouvements artistiques dans les années, un peu dans les années 50, 60, 70, et durant cette période-là, on peut faire déborder un peu sur les années 80, mais durant cette période-là, eh bien, Nice a voulu se poser comme ville internationale. On voit aujourd'hui la place qui est celle de l'aéroport. Vous savez que dans les connexions Internet, et dans les questions qu'on pose mondialement sur Internet, Nice, la ville de Nice est en 3e position des lieux du monde que l'on consulte. Donc Nice est une réussite au fond. Et cette réussite, qui continue aujourd'hui, elle est passée par des gens comme Nivelle ici présente, de l'école de Nice. Elle est passée par l'école de Nice, elle est passée par Frédéric Katman, archiviste de l'école de Nice, par Pierre Marchand, qui s'est engagé dans l'école de Nice, ce dernier livre qui est sorti en est un exemple, et qui ont participé à cette aventure, non seulement niçoise, mais mondiale. Et le signe de cela, c'est que lorsque Beaubourg a ouvert, à l'inauguration de Beaubourg, l'exposition de l'inauguration de Beaubourg, qui se donnait comme un musée d'art contemporain qui a sa place d'emblée au niveau mondial, la première exposition de Beaubourg, c'est Un jour à Nice. En 1977. En 1977, Un jour à Nice. C'est Nice qui devenait le phare choisi par la France pour un rayonnement mondial. Ça s'appelait À propos de Nice. À propos de Nice. Donc vous voyez, cet élément-là n'est pas du tout un élément de hasard. Et d'être sensibilisé à cette question de l'art, à cette question de ce qui s'est passé à Nice et qui continue d'une certaine manière aujourd'hui, eh bien c'est une manière aussi de penser cette mondialisation, de penser cette place de l'art dans notre vie et notre place dans ce mouvement auquel, de toute façon, nous ne pourrons pas échapper, quoi que nous fassions. C'est comme ça. Voilà, merci. Alors, juste... acquis pour le CDI, donc vous pouvez le lire, vous pourrez le lire si vous n'avez pas lu encore ou le consulter avec vos professeurs dans le moralisme à l'école de Nice. Et le film qui vient juste d'être édité de M. Marchou, à la recherche de l'école de Nice, donc nous allons acquérir aussi pour le CDI, et ceux qui voudront l'acheter pourront l'acheter au MAMAC, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Donc il sera déposé parmi les ouvrages qui sont en vente au MAMAC. Voilà. Alors nous allons projeter le film, d'accord, et ensuite on fera les débats, les conversations, vos questions, nous laisserons la parole aux uns et aux autres. Voilà.
de la prise de conscience de ce que le monde nous offre, de ce que le monde nous propose. Parce que là, je pense que ça ressort un petit peu du témoignage des gens qui communisent. Là, c'est pas simplement faire de belles choses. Là, c'est inviter celui qui regarde l'œuvre d'art à venir créer le monde avec lui. Alors ça, évidemment, ça peut se discuter. Et je suis à votre écoute. Alors, peut-être que vous allez avoir des questions à poser. Peut-être que tu veux... Voilà. Cette histoire fabuleuse depuis le début, je vais te passer un petit peu la parole et ensuite nous écouterons vos questions et nous répondrons à vos questions. L'art est un langage direct, un moyen de communication extraordinaire, sans frontières, sans violence. L'art, ce n'est pas un métier, mais une belle aventure. La technique ne doit pas être un obstacle. Pour comprendre l'art, il est indispensable d'apprendre l'histoire de l'art afin d'éviter les redites et le plagiat. Jean Cocteau écrit « Lorsqu'une œuvre semble en avance sur son époque, c'est simplement que son époque est en retard sur elle. » Et pour moi, ce que je n'ai pu faire avec des mots, parce que je ne suis pas allé à l'école, je l'ai fait en photo. J'ai 150 000 négatifs sur le monde artistique. Et le musée, c'est l'équivalent de la retraite des vieux pour les œuvres d'art. Voilà. Voilà, donc nous n'allons pas monopoliser la parole, nous allons vous passer le micro à la salle et si vous avez quelques questions à poser aux uns et aux autres, eh bien nous allons essayer d'y répondre. Quelqu'un a une question? Alors souvent c'est les profs qui posent des questions pour lancer, mais là je pense que vous êtes assez grand. Vous allez nous en poser pas mal. Vous m'en avez posé à moi. Je ne dis pas c'est bientôt fini, quand est-ce qu'on comprend ces choses-là, mais... Un des artistes a parlé de retraite, mais il a parlé de retraite pour les œuvres. Est-ce qu'on, quand on fait ce que vous faites, est-ce qu'on a besoin, prendre sa retraite certainement pas, mais est-ce qu'on a besoin à un certain moment de sa vie, de son travail, de prendre du recul, d'arrêter pendant un moment pour réfléchir ou quelque chose comme ça? Vous avez des questions, vous? Des trucs? Je peux vous raconter un peu comment j'ai débuté. J'avais 12 ans, j'adorais Gauguin, je copiais Gauguin. J'aimais beaucoup faire de la peinture, de la sculpture, déjà très très jeune. Je crois que c'était une passion qui, en définitive, n'est jamais venue, est devenue un travail. Je n'ai jamais été forcée de travailler, de faire quoi que ce soit. J'ai fait ça avec grand plaisir. Bien sûr, la vie est très dure quand on est artiste, c'est pas évident, on ne voit pas de vidéos, on n'a pas des retombées. On a des retombées médiatiques, ça j'en ai des milliers, mais après, commercial c'est différent. Et la première fois que j'ai été écouter avec les garçons, le directeur de l'époque a fait un petit speech en disant on ne vient pas ici pour faire une carrière, on vient ici parce qu'on a des envies,
On a vraiment envie d'être artiste, on a envie de faire des choses, pas comme les autres. Et surtout, si vous croyez que vous allez gagner beaucoup d'argent, comme on le croit, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de publicité autour de l'art en disant Andy Warhol s'est vendu 1 milliard, l'autre s'est vendu 1 million. C'est pas évident pour tout le monde. Donc il y a une petite poignée qui gagnent bien leur vie, qui s'en sortent très très bien. Puis d'autres qui bossent comme moi, qui bossent, mais qui. Je suis heureuse parce que j'ai fait des choses intéressantes dans le monde entier. J'ai pu voyager, j'ai pu connaître d'autres lieux, d'autres gens et avoir d'autres amis. Et je trouve que quand on est jeune, comme je trouve ça formidable, profiter de voyager, profiter de partir, de voir autre chose. Essayez de vous ouvrir l'esprit en tout d'ailleurs. Parce que moi, le peu de voyage, chaque fois que je faisais, en Corée, au Japon, chaque fois c'est une culture différente. Et c'est là qu'on apprend le maximum de choses et qu'on devient différent quand on revient. On n'est plus le même. Et je pense que quand moi je dis ça, mais si j'étais jeune, je crois que j'en profiterai encore plus parce que je trouve que j'en ai fait, mais pas assez. Donc si vous pouvez, faites de voyager, aller voir des œuvres, aller voir des musées, aller voir n'importe quoi, mais faites bouger. C'est ce qui va vous ouvrir l'esprit. Voilà. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai amené un tableau qui est enroulé que je voulais absolument vous montrer. J'ai fait ça en 1983 et c'est une chose qui a été présentée à New York dans une grande exposition que je n'ai pas voulu laisser sur place parce que vous voulez me l'acheter. J'ai mis pas mal de temps, vous verrez, pour le faire. Ça fait 5,50 m de haut et je la garde pour les archives. Alors, comme Claude a insisté, elle a mis ça dans mon atelier, elle m'a dit est-ce que tu peux venir? Je vais l'apporter. Ça vous intéresse? Oui, allez, je vais dire exactement et comme ça vous viendrez voir. Donc, de façon tout à fait exceptionnelle, hein, vous allez l'avoir aujourd'hui. Vous êtes autorisé à prendre quelques photos si vous le souhaitez pour quelques souvenirs, parce que je crois que vous n'avez pas du tout. Vous n'avez pas du tout. Voilà. La Statue de la Liberté, voilà, devant vous et en direct.
ça, les ombres sont projetées. Essayez de prendre des contacts, de faire des choses qui nous plaisent. C'est quoi votre rêve détective? Levez-vous là. C'est quoi votre rêve détective? Ah ouais, elle est déjà petite. J'en avais sûrement, parce que moi j'ai voyagé en Croatie et mes parents ont émigré en Belgique. C'était devenu plus un cauchemar qu'un rêve. Donc mon rêve c'était déjà de quitter la Belgique parce qu'il pleuvait souvent. Mais par contre, les Belges sont sublimes, ils sont très gentils, très intelligents, très ouverts. Et bon, je ne sais pas, petit, si j'avais des rêves. J'ai vécu dans une famille un peu compliquée, où il y avait 6 enfants. Le rôle de mes parents, c'était d'élever et d'éduquer les enfants, de trouver de l'argent pour qu'on aille à l'école. Je ne pense pas qu'on rêve dans ces cas-là. Elle n'a pas de micro? Non, je ne t'entends pas bien. Non. Donc Philippe Venet a dit dans le film, j'étais celui qui a fait le plus l'école buissonnière. Venez. Moi, je voulais savoir si vous l'entendez quand on entend les artistes. C'est quoi? Si vous entendiez entre vous. Ce qui est bien, c'est les gens d'économistes, en général, s'entendent bien. Mais ils peuvent être très méchants aussi. Alors, je vais vous en citer un, et moi, je peux le dire. C'est Paris. Il était très, d'ailleurs, on le sent dans le film. Il était très dur, vous avez dit l'autre. Il n'y avait que lui qui comptait. Donc, mais en général, les grands comme Armand, César, etc., étaient vraiment sublimes, très gentils. Et si vous pouvez nous aider, vous trouvez quelque chose à New York qui le faisait. Non, c'est mieux que maintenant. Maintenant, ce sont des chiens, les jeunes. De la garçon, entre eux, c'est l'horreur. Donc, c'est pas ma génération, je l'ai après eux, mais la génération d'Armand César s'entraînait beaucoup. Et c'est comme Picasso avec Matisse, s'envoyer les collectionneurs, c'est plus la peine maintenant. Hein. Chacun pour ça, Dieu pour tous. Hein. De rivalité, il me semble qu'il y a beaucoup de rivalité. Ouais. Merci. Alors d'abord, je voudrais vraiment remercier tous les organisateurs de cette magnifique matinée. Il y avait très très longtemps que je n'avais pas vu une salle comble avec tant de jeunes. Et je suis absolument bouleversée, d'abord de vous voir, de me revoir, et puis de m'être rendu compte à quel point vous avez été attentifs à ce magnifique document. C'est d'ailleurs plus qu'un document, c'était une œuvre d'art. Donc merci à toi Claude et merci à tous tes invités. Et c'est une matinée qui
certainement va devenir inoubliable pour beaucoup d'entre vous, et peut-être tous, et qui va sûrement aussi vous donner des idées. Parce que l'art, c'est ça, hein, c'est susciter en vous de nouvelles découvertes, l'envie de nouvelles découvertes et l'envie de créer. Alors, je voulais aussi vous dire que j'ai adoré, je le savais, mais c'était tellement bien formulé, la façon dont ces artistes prennent possession de la ville. Hein, à quel point ils ont laissé le musée poussiéreux. Je pense au surréaliste, par exemple, qui, à l'époque déjà, devant un buste de femme, avait écrit « prière de toucher ». Il n'était pas question de défense de toucher, mais prière de toucher. Donc déjà, les surréalistes étaient un petit peu, bien sûr, c'était l'avant-garde. Bon. Et donc, cette façon d'avoir finalement laissé s'épanouir l'art dans la ville, c'est magnifique. Et je pensais tout à l'heure que la femme de l'Élysée Palace, je l'avoue avec honte, je crois que jamais je n'ai été attirée par cette sculpture, mais jamais. Et j'ai une envie maintenant, c'est de courir et de la regarder. Donc je crois que là, vous avez permis, je pense aussi aux jeunes, de voir l'art contemporain autrement que comme quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'est pas évidemment le classique, l'art classique, etc. Donc, mille merci. Moi qui suis déjà, qui ai une expérience bien longue derrière moi, je vais redécouvrir l'art contemporain, pour ne pas dire découvrir, mais je le dis à la honte, donc vous ne le répéterez pas, hein, surtout. Hein, c'est vraiment entre nous. Bon. Alors, à côté de ça, j'avais une question à vous poser. Vous dites, nous disions tout à l'heure, nous déplorions l'absence, quasi-absence des femmes dans cette école de Nice, puisque vous êtes la seule représentante, il y en a sans doute d'autres, en tout cas, vous êtes la seule représentante et personnellement, je suis ravie de vous avoir rencontré. Mais la question, c'est la suivante, j'y arrive. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes? Et puis surtout, comment fait-on, entre guillemets, pour entrer à l'école de Nice? Qu'est-ce qui fait qu'on appartient à l'école de Nice? Voilà. Bon, moi, si vous voulez, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Estany, qui, lui, avait fait donc, un manifeste sur le nouveau réalisme, et aussi s'est occupé de l'école de Nice. Pas trop parce qu'il détestait certaines personnes qui en faisaient partie. Et dès le début, il m'a dit, toi, il faut que tu fasses partie de l'école de Nice. Tu es un élément qui correspond mentalement, moralement, tout ce qu'on sait aussi. Tu es quelqu'un qui correspond très bien. Il y a même des artistes comme Serge III qui l'ont écrit. Il faut absolument prendre dans l'école de Nice. Mais il est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, quoi. Parce que, primo, quand vous êtes une femme, c'est pas évident. Vous êtes plutôt détesté que aimé, quoi. En plus, surtout quand vous faites des boulots comme, qui seraient plutôt confiés à des hommes et pas des... Parce qu'il y a un loco qui fait de la couture, moi je fais de l'acier, donc il y a des éléments qui dérangent terriblement, quoi. Et je crois que j'ai eu la chance d'avoir de très bonnes critiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Corée. Tout ça a fait qu'on ne pouvait pas me mettre dehors, parce que c'est Pierre Estany qui avait décidé que je serais dans l'école de Nice. Comme il a décidé de mettre Niki Saint-Phal dans les nouveaux réalistes. Donc, il y a Niki Saint-Phal, les nouveaux réalistes, il y a moi dans l'école de Nice. Mais moi, je vous dirais, je n'ai pas couru après cette chose-là. Je m'en décale. Je ne voulais pas être dans l'école de Nice. Mais Pierre m'a dit, il faut absolument que tu sois. Donc, et c'est vrai que parfois, c'est plutôt gênant que bien, quoi. Je suis critiquée, je suis jalousée, il y a la méchanceté qui survole comme ça autour de moi. Mais maintenant, je m'y suis faite et j'accepte. Je suis invitée un peu dans le monde entier, comme j'y aille. Et j'espère qu'il y aura d'autres femmes avec le temps qui pourront quand même s'inscrire dans ce mouvement, ou peut-être dans d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que l'école de Nice. Regardez Camille Claudel. Ouais. C'est un exemple très fort. Mais si vous regardez dans l'histoire de l'art, il y a très peu de femmes à qui on donne le droit de citer, quoi. C'est misogyne, comme je le disais. L'art classique
très misogyne. Regardez même dans la littérature, et distribution des prix avant-hier, il n'y a pas une femme. C'est scandaleux. Écoutez, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler, Monsieur Sosno, qui a fait La Tête Carrée, ce n'est pas un artiste, c'est quelqu'un c'est un intellectuel qui travaille dans un journal. Et c'est Armand qui l'a poussé pour être dans l'école de Nice. Parce qu'il voulait absolument, Sacha voulait absolument être dans l'école de Nice. Mais manuellement et encore artistiquement, il ne savait rien faire. Donc il avait besoin de gens comme nous. Et moi j'étais jeune et il me disait viens à l'atelier, tu peux pas travailler un peu pour moi, je vais te payer. Bien sûr qu'il payait au lance-pierre, mais bon, je lui ai fait un maximum d'oblitération. Par exemple, vous avez vu la tête qui est comme ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait plein de choses pour lui. Et après ils ont honte parce qu'ils se disent si ça se sait, maintenant il est mort le pauvre, on s'en fout quoi. Mais si ça se savait à mon handicap, c'est pour le Sosno, il ne sait rien faire. Et malheureusement, ah oui, je disais, et si les gens avaient su, mais ils ne savaient pas tenir un crayon, ils n'avaient aucune idée. Donc tout ça passait par des mains comme moi, par d'autres étudiants de la Garçon, et après il prenait des noms, mais chaque fois qu'il avait besoin de faire un projet, il avait besoin de quelqu'un à côté de lui. Moi j'ai besoin de personne. Là je suis sur un gros projet, je croise les doigts, je vais faire un rond-point. Si ça se fait, ça va être un gros projet. Eh bien, j'ai fait mon projet tout seul, je l'ai amené à l'usine, j'étais chercher, je sais ce que je veux, quoi. Mais lui, combien de fois il a fait appel à moi, il m'a dit qu'est-ce que tu ferais, toi, par exemple. Et je vais vous dire, quand j'ai fait le paravent pour La Tête Carrée, c'était lui qui a demandé au maire de l'époque d'enlever ce paravent, parce que les gens avaient trouvé ça formidable. Vous trouvez ça bien, vous? C'est la part d'un mec, d'un homme, qui fait une saloperie pareille. Non, moi je trouvais ça pas bien du tout. Je trouve, ils ont failli m'enlever le paravent pour faire plaisir à M. Sosno. Et heureusement que quand je veux, je me défends comme un avocat, et qu'ils n'ont pas le droit d'enlever une œuvre d'art qui a été installée dans une ville. Donc il y a des clauses, il y a tout. Et heureusement que je connaissais tout ça, sinon j'aurais retrouvé peut-être mon parent au stade d'Urey, ou voilà, pour qu'on ne le voit pas. Alors du coup, il est toujours là, et je le défends. Parce que c'est une belle pièce, quand même. Merci. Vous avez commencé à le peindre. Bon, je crois qu'on va les lâcher. Marie Le aumônier des artistes, va nous faire une conclusion. Alors, juste pour rappeler que la Statue de la Liberté, je trouvais très très bien comme idée, comme concept et comme œuvre ici d'art très bienvenue. Tout d'abord, disiez les œuvres dans la ville, Nives vient de le dire, à chaque fois que vous passez au Mamac, mais même aux alentours, toutes les grilles que vous voyez sont l'œuvre de Nives qui est ici présente. Hein. C'est elle qui les a dessinées, qui les a faites faire après découper, mais c'est son projet, c'est son œuvre, et c'est son imagination qui a produit toutes ces grilles avec ce très très beau, non seulement mouvement, mais même toutes les transparences que vous voyez, c'est ton œuvre, c'est bien de le redire, sur cette tête carrée. Et je parlais du thème de la liberté, vous voyez, il y a dans l'histoire de la littérature, de l'art, là je parle de la littérature, vous avez un poète qui s'appelle Rimbaud. Vous devez connaître puisque vous l'étudiez normalement en classe de littérature. On ne dit pas toujours que Rimbaud, qui a vécu 37 ans, a été poète jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, il a tout arrêté. Il est parti du côté de l'Éthiopie, par là, et pendant 17 ans, il a travaillé pour une seule raison, c'est son rêve, avoir une femme, des enfants, avoir une petite ferme dans l'endroit qui était un peu l'origine de sa vie, c'est-à-dire l'ouest de la France, par là. Il avait simplement eu le courage, alors qu'il était tout jeune, qu'il avait moins de 17 ans, de quitter sa famille, de partir sur les routes, tout en écrivant des poèmes, d'arriver à Paris avec beaucoup d'ambition, car il avait beaucoup d'ambition. Et à 17 ans, il dit, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est un de ses poèmes, eh bien à 17 ans, il a proclamé devant les plus grands poètes et hommes de littérature de Paris, l'un des plus beaux poèmes de la langue française, qui
bateau ivre. Il avait 17 ans à peine. 3 ans plus tard, il arrête la poésie. Et pendant 17 ans, il n'écrira plus aucun poème. Et voyez, il y a une unité dans la vie de Rimbaud. Il y a une unité dans sa vie. On se dit, mais comment est-ce qu'il a pu arrêter, puis après, non. Il y a une unité dans sa vie, c'est que Rimbaud, jusqu'à sa mort, a été un être de liberté. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il a pu arrêter la poésie parce que simplement, il avait eu envie d'autre chose dans la vie. Mais en tout cas, il en avait eu envie. Ce qui fait que, depuis le tout jeune Rimbaud, qui connaissait le latin et le grec, qui travaillait les langues anciennes, qui techniquement avait beaucoup travaillé, beaucoup lu, et qui ne rêvait que d'une chose, c'est de faire carrière à Paris et de proclamer au monde son amour de la poésie, il a réussi de cette manière. Et puis, ensuite, 20 ans, c'est déjà un des plus grands poètes du XXe siècle, c'est un des plus grands poètes que nous ayons de la langue française, il a 20 ans, il arrête d'écrire, et pendant 17 ans, il va continuer son rêve de liberté, à savoir un grand désir dans sa vie, simplement de s'installer, d'avoir une famille, d'aimer ses enfants, et d'avoir la vie qu'il avait envie de vivre. Et voyez, la vie artistique, elle s'inscrit là-dedans. Lorsque Frédéric Albin dit « c'est pas un métier, c'est une aventure ». C'est une aventure. Au fond, à partir du moment où on acceptait de vivre la vie librement, comme une aventure, voyez, avec tout ce qu'elle peut comporter de surprises, d'ombre, de lumière, donc on a envie de vivre cette aventure, eh bien la vie artistique a sa place. Soit pour toute la vie, comme c'est le cas de Nivelle, c'est un choix qui accompagne toute ta vie, comme Frédéric, il l'a accompagné à sa manière, comme Marchou, ici avec le film et son témoignage, il a été maire de Vence, c'est une partie de sa vie, mais vous voyez, c'est une aventure, avec la poésie qui va avec. Si à un moment on a envie de faire autre chose, eh bien on fait autre chose, qu'importe, du moment que la vie et la liberté qu'on a d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir soit vraiment l'horizon de ce qu'on s'est choisi. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir fait cette intervention. Simplement, puisque justement vous avez parlé d'écriture et de liberté, c'est le thème qui va nous porter toute l'année avec les rencontres d'écrivains. Je dirais écriture au pluriel, puisque les écritures sont diverses, elles peuvent être artistiques, elles peuvent être, par exemple, comme pour Colette Gage, les écrivains, les cinéastes, les artistes. Donc nous aurons d'autres rencontres, j'espère que vous serez présents à partir du mois de décembre, en janvier et jusqu'au mois de mai, avec des écritures au pluriel et sur le thème de l'écriture et liberté. Merci.